Alors, nous voilà maintenant dans la séance 3 du module 2. Celle-là, dans le fond, c'est celle qu'on discute de l'analyse des risques, le module. Je vais aller me mettre en mode, évidemment. Voilà. Donc, on discute de l'analyse des risques. On a démarré avec la séance 1 et 2. On a vraiment été en détail dans l'étude de l'activité. D'ailleurs, vous avez votre guide méthodologique là, dans lequel c'est vraiment bien écrit. Vous avez vos outils pour vous supporter. Maintenant, ce qu'on veut faire dans la séance 3, là, c'est vraiment de prendre le temps de faire un survol du contexte de la sécurité en lien avec le coronavirus. Mais je veux prendre aussi le temps d'analyser un risque en lien avec la COVID-19. Puis, comme ça, on va passer à travers ensemble. On va vraiment avoir un exemple concret là, qui est lié à la pandémie. Donc, l'étude de l'activité, comme vous le savez, ça fait partie de l'élément de prévention. Fait qu'on va aller un petit peu plus en détail là-dedans. Les 6 études, les 6 étapes, on est passé à travers aussi. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est d'abord comprendre le contexte sécuritaire. Quand on démarre quand on commence à regarder les sources qu'on doit consulter pour la COVID-19, une des sources, c'est d'aller vers le site d'Affaires mondiales Canada. Puis présentement, ce que AMC dit, c'est d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada jusqu'à nouvel ordre. Ça fait partie du niveau 3 de risque d'Affaires mondiales Canada. Qu'est-ce qu'une activité essentielle versus une activité non essentielle? Je pense que c'est qualitatif et subjectif à toute organisation. Par exemple, ou à toute personne. Par exemple, si c'est essentiel pour vous, à ce moment-là, il y a un risque à prendre et ce risque-là, on doit l'analyser, le calculer, l'atténuer. Une autre partie qui est importante ici avec les niveaux 3 et 4, là, éviter tout voyage non essentiel et éviter tout voyage, c'est la partie avec les assurances. Bien souvent, les assurances au Canada, les polices d'assurance qui couvrent la partie voyage et séjour à l'international, vont se baser beaucoup sur le site d'Affaires mondiales Canada, ce qui va faire en sorte que si on vous dit d'éviter tout voyage dans une zone, l'assurance à ce moment-là va probablement pas couvrir votre séjour à cette destination-là. Donc, c'est toujours important de valider aussi sa police d'assurance là, au niveau des niveaux de risque, puis qu'est-ce qui est couvert, puis qu'est-ce qui n'est pas couvert en matière d'assurance. Je vais aller plus loin avec la COVID-19. C'est pas nécessairement énuméré, clairement dit en ce moment dans les polices d'assurance, mais je doute que tout ce qui est condition préexistante qui rend une personne plus vulnérable à la contraction et une complication de la COVID-19 ne serait pas couvert par la police d'assurance. Donc, ça va avoir un impact important sur le processus médical à mettre en place pré-départ, l'identification des conditions préexistantes et de faire un suivi avec les assurances du voyageur. La COVID-19, c'est une pandémie, c'est une crise sanitaire, mais avec des impacts beaucoup plus grands. On peut penser des impacts économiques. Donc, nos recherches, notre analyse de contexte nous démontre qu'une l'économie mondiale se dirige vers une crise économique qui pourrait être égale et peut-être même plus grande que celle qui a été vécue dans la période de la Grande Dépression. Ça dit aussi que la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, l'approvisionnement de biens alimentaires, la hausse des prix, tout ça va se traduire aussi par une augmentation du chômage, donc de l'insécurité alimentaire, ce qui fait en sorte que ce cercle vicieux-là pourrait dégénérer en troubles civils, politiques, en violence, en conflit. Tout ça des répercussions de la pandémie.
Il y a certaines formes de criminalité qui ont diminué parce que les gens ne sortent pas. Donc, il y a certaines criminalités qui ont diminué, mais il y a quand même des tensions qui explosent partout dans le monde. Puis là, on ne parle pas juste dans des zones de guerre, on parle aussi de protestations qui sont violentes. Par exemple, si on peut penser à différentes protestations qui ont eu lieu au Brésil, en Inde, au Malawi. Il y a même eu aux États-Unis un mouvement de contestation pour dénoncer le verrouillage. Puis les États-Unis, c'est pas un pays en guerre. Il y a la répression policière qui augmente dans certains pays. On a noté, nous, dans nos recherches, qu'il y en a surtout au Kenya et aux Philippines. Il y a un petit typo là. Des conséquences de la pandémie, l'ONU s'est positionnée et a appelé à un cessez-le-feu mondial, a demandé qu'on mette en place des mesures pour réduire les violences sexuelles, les violences domestiques, parce que là, ce qui se passe, c'est que les gens sont confinés à la maison. Donc, le répit qu'on avait, parce que notre conjointe ou la personne qui vivait avec nous, qui nous faisait souffrir de violence, là, elle est dans la maison avec nous en tout temps, donc il y a une augmentation potentielle de ce côté-là. Fait que l'ONU a vraiment essayé de faire en sorte qu'un plan soit déposé pour faire face aux conséquences qui sont dites dévastatrices de la crise. Le Conseil de sécurité de l'ONU a d'ailleurs mis beaucoup de temps à se réunir. Ils ne l'ont pas fait avant le 100e jour. Puis, on note dans la littérature qu'on n'a trouvé aucune solution significative qui a été mise de l'avant par le Conseil de sécurité. Même chose, dans le fond, le G20 et le G7 qui n'ont pas établi de plan global. Puis, la COVID-19, en fait, elle met sous les projecteurs des menaces vraiment sérieuses en matière de sécurité entre les différents pays. La rivalité qui est déjà existante, là, géopolitique, entre les grandes puissances économiques de notre monde risque de s'aggraver. Et ça, c'est en lien direct avec les économies américaines et chinoises qui deviennent de moins en moins interdépendantes. Là. Aussi, on dit que les conflits violents sont provoqués par une combinaison, évidemment, d'institutions gouvernementales qui sont défaillantes, de griefs civils. Puis là, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que les individus qui sont déjà exclus et négligés, ils vont probablement se rebeller encore plus et souffrir encore plus de ces conflits-là. Puis, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, on dit que la pandémie fait en sorte qu'il y a de plus en plus de conflits violents, puis les risques de violence augmentent. Puis que cette situation-là n'est pas nécessairement limitée aux pays qui sont pauvres ou aux pays qui sont en guerre. Puis d'ailleurs, les groupes terroristes, les groupes armés, les groupes criminels exploitent déjà la pandémie. Donc on voit que sur un plan macro, là, il y a vraiment des impacts majeurs qui ne sont pas juste des impacts sanitaires. On ne parle pas ici d'augmentation de nombre de morts puis de gens dans les hôpitaux, là. On parle de la violence contre les femmes, la violence des droits de l'homme qui ont atteint un pic et que ça devrait encore s'intensifier. Les conséquences du confinement vont provoquer beaucoup de colère. Les minorités pourraient justement transférer cette colère-là en action dommageable. Il va y avoir une fermeture massive de petites et moyennes entreprises. Puis le chômage, là, il atteint des records incroyables. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont sur le chômage, qui avaient déjà, pour la plupart, des conditions précaires, qui se retrouvent dans des conditions encore plus difficiles. Donc, tout ça a des conséquences sur le contexte sécuritaire à l'international, puis c'est définitivement pas des conditions favorables, mais plutôt des conditions de dégradation de ce contexte-là. Donc, je reviens encore, là, la COVID-19 n'est pas seulement qu'une crise sanitaire, mais c'est une crise aux enjeux pluridisciplinaires.
Ce que ça fait, ça, ben, il faut comprendre ce que la COVID va apporter dans les différents thèmes qu'on nommait là, justement dans votre guide méthodologique. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau civil et culturel? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des autorités? On parlait tout à l'heure que les répressions policières sont plus grandes au Kenya et aux Philippines. Au niveau de la criminalité, etc. Là, quel genre de pression ça va poser dans ces diverses sphères, dans ces diverses catégories de risques-là. Nous, pour le bien de cet exemple, de l'exercice aujourd'hui, j'ai choisi d'aller dans le contexte criminel, au niveau de la criminalité. D'ailleurs, il y a un lien, il y a un hyperlien ici qui vous amène à un document intéressant qui, justement, fait état de comment les criminels viennent à profiter de la crise du COVID-19, comment ils exploitent la COVID-19. On parle dans le document de cybercriminalité, de fraude, de contrefaçon et de produits de pauvre qualité, de crimes organisés sur la propriété, trafic de drogue, immigration illégale, etc. Donc, c'est un document intéressant qui peut justement vous allumer mettre en lumière certains enjeux de sécurité que vous pourriez rencontrer en termes lorsque vous allez reprendre vos activités de mobilité à l'international. Pour le bien de l'exercice, je me suis dit, on va regarder la menace du crime organisé sur la propriété. Okay? Puis, disons que je suis un organisme qui agit dans le milieu sanitaire. Donc, j'ai un local rempli de fournitures médicales et d'équipements médicaux. Fait que le risque, c'est le vol de des fournitures et de l'équipement. J'ai pris le temps de nommer médical et équipement médical parce que souvent, parce que présentement, c'est ça qui fait défaut. Dans plusieurs pays, on cherche des masques, on cherche pas des démaquillants, des désinfectants. Donc, on va, le risque de vol est en fait assez probable, même très probable, vu la nature des biens, puis que si le local, en fait, est vandalisé ou volé, ben moi, mon organisation, dont la nature de mes opérations repose sur ces fournitures-là et cet équipement-là, ben ça va être un impact critique. Donc, 4 x 4 égale 16. Si vous allez dans votre matrice des risques, on tombe dans le niveau élevé, qui est le niveau rouge. Donc, moi, j'ai fait un exemple de stratégie de gestion de risque, je l'ai complété. Puis, dans mon organisation, un niveau très élevé, 16, c'est soit le rejet du risque, donc tout simplement, on le rejette, on n'y va pas. Soit on transfère ou on atténue. Donc, l'idée, c'est en fait, on doit absolument agir sur ce risque-là. Donc, j'identifie des mesures d'atténuation. Donc, ce qu'on veut faire, c'est réduire le nombre de fournisseurs d'équipements en inventaire. Okay? Donc, si on en a moins, ça risque d'être moins alléchant de venir enfreindre la loi, prendre des risques de venir voler à l'intérieur de notre local. On peut aussi améliorer la sécurité du périmètre qui entoure notre local. On peut mettre des caméras. On peut vraiment améliorer le système de verrouillage à nos portes, à nos fenêtres. On peut décider de mettre un gardien de sécurité armé. On peut mettre des chiens de garde, des barbelés. On peut aussi créer une certaine alliance avec les autorités locales, qu'ils viennent vraiment passer souvent devant notre local. Puis une autre façon, ben, c'est peut-être de faire l'embauche significative de ressources humaines locales, c'est-à-dire qu'en créant de l'emploi, la communauté pourrait prendre la défense du local et va faire en sorte que, de par l'acceptation de notre présence, on va obtenir une défense. Donc, on va une protection par la communauté. Nos risques de se faire voler peuvent diminuer. Donc, si je réévalue, après avoir mis l'ensemble de ces mesures-là
mon niveau de risque, ben je suis rendue à un niveau modéré parce que c'est toujours possible que je me fasse voler. Puis si je me fais voler, ben ça reste critique. Hein? C'est toujours ça. Ça reste quand même critique. Donc, j'atteins un niveau modéré. Mais dans mon tableau de gestion de risque, quand j'arrive à un niveau modéré, on me dit, ben, j'atténue ou transfère toujours, mais je pourrais l'accepter si mon impact est modéré. Mais dans ce cas-ci, l'impact n'est pas modéré. L'impact reste critique à 4. Donc, je dois retourner à ma table à dessin puis continuer à atténuer mon risque. Je passe de mon niveau, j'ai toujours mon niveau modéré, puis j'ajoute une mesure d'atténuation qui est d'assurer une chaîne d'approvisionnement très rapide de mes fournitures et de mon équipement. Ce qui veut dire que si je me fais voler, là, je suis prête. J'ai quelqu'un qui est stand-by, puis je peux me faire livrer du stock en dedans de 18 heures. Alors là, mon niveau de risque baisse à faible parce ça reste possible de me faire voler, sauf que l'impact devient maintenant modéré. J'arrive à 4, je tombe dans le vert. Mon risque résiduel est vert. Donc, j'espère que ça fait un peu, ça vous donne une idée claire. Là, ce que vous avez à faire en devoir avant notre rencontre en direct le 3 juin, mais c'est d'identifier puis analyser 2 risques en lien avec la COVID-19 dans votre pays ou votre programme, puis votre programme d'intervention. C'est de regarder au-delà. C'est certain que vous pourriez en prendre un qui est médical, sanitaire, mais je pense que ce serait intéressant de regarder au-delà de cette catégorie, puis de regarder qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact là, dans ces autres catégories-là, puis de regarder quels seraient les risques, les menaces, puis évidemment les risques qui pourraient être présents pour vous. On vous demande d'identifier des mesures d'atténuation à ce risque-là pour réduire le niveau de risque au niveau acceptable de votre organisation, ce qui veut dire que vous avez un devoir d'aller établir la stratégie de gestion du risque avec les personnes concernées dans votre organisation. C'est un exercice très excitant. Moi, j'aime vraiment ça. Alors, j'espère que vous serez aussi passionné que moi à ce niveau-là. Puis, on se voit sous peu, là, le 3 juin. À bientôt!